Bonjour à tous et à toutes. Cette fois-ci, on a un invité très spécial, professeur Daniel Naon, directeur de la Global Critical Zone Science Chair à l'UM6P. Je suis Abou Imad Yassir et on va en parler avec professeur Daniel Naon sur plusieurs thématiques, et à savoir la zone critique et ses interactions. Bonjour professeur. Bonjour Yassir. Je suis un géochimiste des sols, mais des sols au sens large. C'est-à-dire, on appelle ça Soil and Chemical Weathering. Et j'ai fait ma thèse sur l'Afrique, à peu près dans 33 pays que j'ai travaillé. Et j'ai monté un grand centre qui s'appelle le Centre de recherche en environnement pour les géosciences, qui est le CEREG, qui est situé à Aix-en-Provence. Et pour créer ce centre, j'ai créé aussi une technopole, pour que la recherche scientifique passe tout de suite dans l'innovation. Avant, j'étais président du CIRAD, et surtout, j'ai été directeur général de la recherche, qui est un poste important, qui est une des plus grandes directions générales en France, au ministère, et qui coiffait l'ensemble de la recherche française. Voilà. Et donc j'ai décidé de travailler au Maroc, d'aider le Maroc, d'aider UM6P, dans la mesure où je peux l'aider avec les compétences que j'ai et les connaissances que j'ai. Voilà qui je suis, un humble géochimiste. C'est quoi vraiment une critical zone, ou bien une zone critique? J'ai créé un laboratoire il y a très longtemps, j'ai appelé ça géochimie de la surface, c'est-à-dire surface de la Terre. C'est là où les hommes vivent. Et puis, avec le réchauffement climatique, on a sorti un papier qui s'appelait la géomembrane de la Terre. Un papier dans Geology, qui avait eu beaucoup de succès. Et on avait fait ça avec un chercheur réputé de Berkeley. Et puis au fil du temps, le réchauffement climatique arrivant, les sécheresses arrivant, la multiplication des gens arrivant, on s'est rendu compte que cette surface et subsurface de la Terre porte tous les problèmes critiques, c'est-à-dire on est vraiment dans une période critique. Et c'est la peau de la Terre, en deux mots. Elle est très fine, mais c'est la peau de la Terre. C'est-à-dire, c'est comme votre peau à vous, elle est très fine, mais vous ne pouvez pas vivre sans peau. Si vous enlevez votre peau, elle régule votre température, elle régule l'eau de votre corps, ou desséchez, vous mourrez très vite. C'est pour ça que les grands brûlés qui n'ont plus de peau décèdent. Donc, la peau de la Terre, c'est ce qui fait vivre la Terre. C'est ça la zone critique. C'est-à-dire, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit et qui fait pousser les plantes, c'est les plantes qu'on mange, les forêts dans lesquelles la faune vient se réfugier, c'est la flore du sol et sa faune, et donc c'est toute la vie. Et elle représente au plus, c'est 200 mètres d'épaisseur. Et c'est elle qui est responsable en grande partie du réchauffement climatique, parce qu'elle porte l'humanité. L'humanité a cultivé cette zone, a installé ses villes, a installé ses usines, a découvert le sous-sol des combustibles fossiles, mais les brûle en surface. Et donc c'est devenu vraiment critique aujourd'hui. Et en appelant cette chaire Global Critical Zone, et pas Soil Science, ça veut dire que le sol en fait partie, il est au cœur de tout ça, mais que si on ne s'en occupe pas dans sa totalité, il n'y aura même plus de sol, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus d'eau, il y aura une biodiversité complètement décimée, et en contre-coup, il y aura des hommes entièrement décimés, une humanité perdue.
Donc c'est important. Voilà ce qu'est la critical zone. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler ces interactions entre les différents systèmes de la critical zone? Oui, alors on va partir du sol. Le sol, on ne le regarde jamais parce qu'on marche dessus. Mhm. Quand vous êtes dans la forêt, on vous dit « je marche dans la forêt ». Non, vous marchez sur le sol de la forêt. Et la forêt est là parce qu'il y a un sol. Ensuite, vous vous arrêtez pour goûter ou casse-croûter dans la forêt. Mais ce que vous mangez vient du sol. C'est lui qui a donné toutes les cultures. C'est lui qui a permis aux animaux de vivre et de brouter. Et donc, si vous mangez un pâté, si vous mangez du poulet, vous mangez un peu de la terre. Donc, tout vient de la terre. Pourquoi l'Afrique, on a une réserve de beaucoup de terres arables et en même temps, elle est pauvre en termes de végétaux, de fruits et tout? Eh oui. Alors là, on touche à un autre problème qui est celui de la bonne gouvernance et de l'éthique. Imaginez que je sois un grand industriel, que je produis des produits de plus en plus performants, et donc un peu de moins en moins chers, mais de plus en plus performants. Beaucoup de produits, et j'en produis de plus en plus. Que j'ai de plus en plus de clients, et que ces clients achètent ces produits de plus en plus performants, et que mon usine fait faillite. Vous allez dire, mais cet industriel est nul, il faut le remplacer. C'est exactement ce qui se passe pour l'agriculture. Vous avez un petit paysan qui cultive une terre qui est riche, qui produit de la nourriture. Il produit de plus en plus de nourriture parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui ont besoin de manger. On n'a jamais eu une nourriture aussi saine que de nos jours, aussi performante. On sait équilibrer la nourriture. Le monde a une population en croissance, donc qui a besoin de cette nourriture. Et le petit paysan n'a jamais été aussi pauvre, et certains d'entre eux ne s'en sortent pas et se suicident. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut changer d'agriculture. C'est pas ce genre d'agriculture qu'on doit faire. Alors là, oui, on doit changer. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas importer plus de 40 milliards de dollars, c'est des dollars, d'alimentation pour nourrir l'Afrique, alors qu'elle a tout ce qu'il faut sur place pour se nourrir. Mauvaise gestion, mauvais système. Pourquoi mauvais système? Parce que on croit que ce qui produit la nourriture, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est la partie supérieure du sol qui intéresse les gens, et pour la plupart des gens, c'est ça le sol. En fait, le sol n'est pas ça. Le sol, c'est un système complexe dont une partie peut s'appeler le topsoil, mais tout le reste fait la valeur du sol. Puisque je vous ai expliqué toutes ces interactions, vous comprenez bien que le sol par lui-même ne peut pas être réduit au simple 30 cm de la surface. Il doit être vu globalement. Et non seulement il doit être vu globalement, mais il doit être considéré avec l'humanité qu'il a à nourrir. Et cette humanité, à partir de ça, peut considérer l'économie. Mais on ne peut pas mettre l'économie en premier rang. L'économie doit être jamais première, elle doit être dernière. On doit prendre soin du sol et de son système pour que l'économie arrive et soit régulée. Mais si vous prenez l'économie et vous dites c'est ça qui prime sur Terre, vous êtes foutus. Parce qu'il y a des gens qui ne sauront pas la gérer. Il y a des gens qui ne sauront pas la gouverner. Et il y a des gens qui voleront la terre. Et là, il faut une éthique. La terre appartient à celui qui la cultive.
Et la terre est abondante et c'est à partir de là que celui qui la cultive nourrit le monde. Oui, alors là on parle d'un point de vue de scientifique, d'un expert. Alors si je vous dis, tu mets la casquette, ou bien vous mettez la casquette d'un ministre, ou bien d'une personne d'État qui pourra donner une décision à ce sens-là. Quelle sera votre première décision pour promouvoir ou bien pour mettre fin à ce problème? 1. Le respect du sol. C'est-à-dire organiser une agriculture qui n'abîme pas le sol, qui n'abîme pas la vie dans le sol et qui respecte l'atmosphère. C'est-à-dire qui ne rejette pas des gaz à effet de serre. Respect du sol et de la vie du sol. Deuxièmement, respect du paysan qui travaille la terre. Donc ce n'est pas la dernière roue de la charrette. C'est l'attelage qui tire la charrette. Donc respecter les zones rurales. Les gens aujourd'hui se jettent dans les villes. Alors que l'Afrique dépend pour 70% de sa population et de ses métiers que de l'agriculture. Mais les gens vont dans les villes. D'ici 20 ans, 70% de la population mondiale sera dans une ville. Il va falloir nourrir ces gens. Qu'est-ce qu'une ville? C'est une boîte dans laquelle vous rentrez de l'eau pure, elle sort en égout. Vous rentrez de la nourriture, elle sort en détritus. Vous rentrez de l'énergie, elle sort en gaz à effet de serre. Donc il va falloir changer le rapport de la ville à la campagne, et il va falloir changer tout simplement la ville, parce que c'est le futur radiateur de la planète. Et donc il faut changer ce système. Il faut que l'eau pure qui rentre sorte pure. Il faut que la nourriture qui rentre ressorte sans déchets, ou presque, en déchets utiles. Et il faut que l'énergie qui rentre soit propre et ne pollue pas l'air. Donc il va falloir changer le concept des villes, et il faut changer le concept du milieu rural comme on en parlait à l'instant. Respect du sol, respect du paysan. Voilà. Si vous faites des polycultures, vous allez dans une oasis dans le sud, et vous allez voir comment le paysan, par instinct, fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des palmiers dattiers. Dessous, il y a une deuxième couche d'arbres où il fait des amandiers, des abricotiers. Puis dessous, il y a une troisième couche où vous avez du jujubier, vous avez le henné. Il y a encore une autre couche où il sort l'orge. Avec 1 hectare, il nourrit une famille et il vit bien avec 5 enfants. Vous sortez de l'oasis, vous allez dans un beau champ d'oliviers, dans le sud, toujours. Donc les oliviers sont espacés pour ne pas se concurrencer. Vous prenez le même hectare d'oliviers, c'est quoi? C'est une monoculture. Vous ne faites pas vivre 5 enfants, une famille avec 1 hectare d'oliviers. Donc une nouvelle conception de l'agriculture. Tout s'entraide, vous savez, tout s'entraide. La vie dans le sol, c'est de l'entraide. Vous avez des gens spécialisés, vous avez la bactérie qui va, comme des petits mécaniciens. Vous avez une plante qui va pourrir après que les feuilles soient tombées. C'est des petits mécaniciens qui viennent, qui démontent les molécules pour les restituer à la plante, pour qu'elle l'assimile. Mais il y en a une qui est spécialisée dans le carbone, l'autre qui est spécialisée dans l'azote. Chacune a sa spécialisation, l'autre dans le soufre. C'est un monde très organisé. C'est un système complexe organisé. Vous prenez une fourmilière, puisque c'est les êtres les plus nombreux à la surface de la Terre, les fourmis. Une organisation incroyable. Vous avez les ouvrières, tout le monde sait.
La reine ne donne aucun ordre, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Prenez la société humaine, c'est le contraire. Donc on doit prendre modèle sur le vivant naturel. Peut-être un message pour les agriculteurs. Tenez le coup, on vit grâce à vous. Et c'est pas le scientifique qui va venir vous dire ce que vous devez faire. On doit créer des extension agents, c'est-à-dire des intermédiaires entre vous et nous. Mais en revanche, vous devez nous dire, vous les agriculteurs, quels sont les problèmes que vous rencontrez pour que nous, scientifiques, nous travaillons sur vos problèmes. Donc il faut faire notre devoir d'homme et le faire bien. Et advienne que pourra. Comme vous dites chez vous, Inch'Allah. 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 Merci beaucoup, professeur Daniel, pour Avec grand plaisir. Cette interview très enrichissante. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec un autre invité, only on Times of UM6P.